Sous la pluie battante d'un soir d'octobre à Paris, Théo, 24 ans, glissa un mot sous la porte du grand hôtel particulier de l'avenue Foch, le cœur battant à tout rompre. « Je sais qui vous êtes, et je ne vous laisserai pas détruire ma mère », murmurait le papier froissé, trempé par l'averse. Dans l'ombre, Charles de Vigny, milliardaire de 50 ans, lut ces mots et sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Théo n'était pas un héros de roman. Fils unique de Marie, la fidèle gouvernante de Charles, il avait grandi dans l'ombre de cette maison opulente, balayant les sols de marbre, portant des plateaux d'argent et cachant son homosexualité comme un secret honteux. À Montreuil, dans leur petit appartement, sa mère lui avait appris à courber l'échine, à travailler dur, à ne jamais défier les puissants. Mais ce soir-là, quelque chose en lui s'était brisé. Charles, cet homme énigmatique qui régnait sur un empire financier, avait franchi une ligne. Une rumeur, un murmure entendu dans les couloirs de l'hôtel particulier, suggérait que Charles soupçonnait Théo d'être gay et voulait le tester. Pourquoi? Théo l'ignorait, mais il refusait de se laisser manipuler. Charles, de son côté, n'était pas un simple tyran. Veuf depuis 10 ans, il vivait dans un monde de solitude dorée, entouré de luxe mais hanté par le vide. Il avait vu Théo grandir, cet adolescent timide devenu un jeune homme au regard perçant, et quelque chose en lui l'intriguait. Était-ce de la curiosité, de la méfiance, ou autre chose qu'il n'osait nommer? Charles avait orchestré ce test, feignant de dormir dans son bureau pour observer Théo, pour voir ce que ce garçon, si discret, ferait face à une opportunité inattendue. Mais le mot sous la porte changea tout. Théo savait. Et Charles, pour la première fois depuis des années, se sentit vulnérable. La pluie continuait de marteler les fenêtres. Théo, trempé, attendait dans l'ombre du jardin, son souffle formant de petits nuages dans l'air froid. Il avait vu Charles lire le mot, ses mains tremblantes trahissant une émotion rare. Mais pourquoi ce jeu cruel? Pourquoi un homme aussi puissant s'intéressait-il à lui, le fils de la bonne? Théo se remémora les regards furtifs de Charles, ces moments où il semblait l'observer plus longtemps que nécessaire. Était-ce de la pitié, du mépris, ou autre chose? Son cœur se serra. Il n'avait jamais parlé de son homosexualité à personne, sauf à sa mère, un soir où les larmes avaient coulé plus fort que les mots. Marie l'avait serré dans ses bras, promettant de le protéger, mais elle ignorait tout de ce jeu dangereux qui se déroulait sous son toit. Dans le bureau, Charles relut le mot. « Je sais qui vous êtes ». Que savait Théo? Charles n'était pas seulement un milliardaire. Il portait un secret, un passé qu'il avait enfoui sous des couches de pouvoir et d'arrogance. 20 ans plus tôt, il avait aimé un homme, un amour interdit, brisé par la société et sa propre lâcheté. Depuis, il s'était juré de ne plus jamais s'abandonner à de tels sentiments. Mais Théo, avec son regard franc et sa vulnérabilité désarmante, réveillait en lui des souvenirs qu'il croyait morts. Ce test n'était pas seulement pour Théo. C'était pour lui-même, pour savoir s'il pouvait encore ressentir, encore aimer. Le lendemain, Théo entra dans la maison comme si de rien n'était, mais chaque pas résonnait comme un défi. Marie, affairée à préparer le petit déjeuner, remarqua la tension dans ses épaules. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon chéri ?» demanda-t-elle, son accent portugais adoucissant ses mots. Théo esquissa un sourire, mais ses yeux trahissaient une tempête intérieure. « Rien, maman. Juste fatigué. » Il ne pouvait pas lui dire la vérité, pas encore. Pas avant d'avoir confronté Charles. Ce matin-là, Charles descendit l'escalier monumental, son costume impeccablement taillé contrastant avec les cernes sous ses yeux. Il s'arrêta net en voyant Théo, qui polissait un chandelier en argent. Leurs regards se croisèrent, un instant suspendus dans le silence. Puis Charles parla, d'une voix plus douce qu'à l'accoutumée. « Théo, j'aimerais vous parler. Ce soir, dans mon bureau. » Théo hocha la tête, son cœur cognant contre sa poitrine. Le piège se refermait-il, ou était-ce une chance de comprendre? Le soir venu, Théo frappa à la porte du bureau. Charles était là, assis dans son fauteuil, un verre de whisky à la main. « Entre, Théo. Assieds-toi. » La pièce sentait le cuir et le bois verni, mais l'atmosphère était lourde, comme si chaque mot prononcé pouvait tout changer. Théo resta debout, les poings serrés. « Pourquoi ce jeu, monsieur de Vigny? Pourquoi moi ?» Charles posa son verre,
ses yeux scrutant le jeune homme. « Parce que je voulais savoir qui tu es vraiment, Théo. Pas le fils de la bonne. Pas le garçon qui baisse les yeux. Mais toi. » Théo sentit la colère monter. « Vous n'avez pas le droit de jouer avec moi. Je ne suis pas votre marionnette. » Charles se leva, s'approchant lentement. « Tu as raison. Et je ne joue pas. » Il y avait une fêlure dans sa voix, une sincérité inattendue. Théo recula, déstabilisé. Était-ce un autre piège? Où Charles était-il, pour la première fois, en train de baisser la garde? La réponse viendrait, mais à quel prix? Théo sentit son souffle se couper. Les mots de Charles, « je ne joue pas », résonnaient dans sa tête comme un écho dissonant. Il voulait y croire, mais chaque fibre de son être lui criait de se méfier. Cet homme, avec son pouvoir et ses secrets, pouvait tout détruire d'un claquement de doigts. Pourtant, dans la pénombre du bureau, sous la lumière tamisée d'une lampe en bronze, Théo vit quelque chose dans les yeux de Charles. Une fragilité, une douleur qu'il n'avait jamais soupçonnée. « Qu'est-ce que vous voulez de moi ?» demanda Théo, sa voix tremblante mais ferme. Charles s'arrêta à quelques pas, comme s'il craignait de franchir une ligne invisible. « La vérité, Théo. Rien de plus. » Il fit un geste vers une chaise, mais Théo resta immobile, défiant. « La vérité? Vous voulez savoir si je suis gai, c'est ça? Vous pensez que ça vous donne un droit sur moi ?» Les mots jaillirent, acérés, portés par des années de silence et de peur. Charles tressaillit, mais ne détourna pas le regard. « Non, Théo, ce n'est pas ce que tu crois. » Charles s'assit lourdement, comme si le poids de ses pensées l'écrasait. « Il y a longtemps, j'ai aimé quelqu'un que je n'avais pas le droit d'aimer. Un homme. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Théo cligna des yeux, incrédule. Était-ce une confession ou une nouvelle manipulation? Charles continua, sa voix basse, presque brisée. « J'ai renoncé à lui. Par peur, par lâcheté. Depuis, je me suis construit une vie où personne ne peut m'atteindre. Mais toi tu me rappelles ce que j'ai perdu. » Théo sentit une chaleur monter dans sa poitrine, mélange de colère et de pitié. « Vous pensez que je suis un jouet pour exorciser vos regrets? » Charles secoua la tête. « Non. Je voulais voir si tu avais le courage que je n'ai jamais eu. » Théo serra les poings, luttant contre l'envie de crier. « Vous n'avez pas le droit de me juger. Vous ne savez rien de moi. » Mais Charles savait plus qu'il ne le laissait paraître. Il avait observé Théo pendant des années, notant sa discrétion, sa force tranquille, la façon dont il protégeait sa mère. Il avait entendu les murmures des autres domestiques, les moqueries sur le garçon différent. Et il avait vu, dans les yeux de Théo, une vérité qu'il enviait, l'authenticité. Ce test, ce jeu cruel de feindre le sommeil, était sa façon maladroite de provoquer une réaction, de voir si Théo assumerait qui il était. Le lendemain, Théo évita Charles, se concentrant sur ses tâches avec une rigueur presque mécanique. Marie, inquiète, le prit à part dans la cuisine. « Théo, qu'est-ce qui se passe? Tu es étrange depuis hier. » Il hésita, puis murmura « Maman, je crois que monsieur de Vigny c'est pour moi. » Marie pâlit, ses mains tremblant sur l'évier. « Il t'a dit quelque chose? » Théo secoua la tête. « Pas directement. Mais il joue à un jeu, et je ne sais pas pourquoi. » Marie, femme forte mais marquée par des années de labeur, posa une main sur l'épaule de son fils. « Écoute-moi, Théo. Cet homme est puissant, mais il n'a pas d'âme. Ne le laisse pas te briser. » Théo acquiesça, mais au fond de lui, il n'était pas sûr que Charles soit sans âme. Il y avait quelque chose dans sa confession, une douleur sincère qui le troublait. Ce soir-là, Théo trouva une enveloppe glissée sous la porte de sa chambre, dans l'aile réservée aux domestiques. À l'intérieur, une note écrite de la main de Charles. « Retrouve-moi demain à minuit, dans le jardin d'hiver. Je te dois des explications. » Théo froissa le papier, partagé entre la peur et une curiosité dévorante. Était-ce un piège? Ou une chance de comprendre l'homme derrière le masque? À minuit, le jardin d'hiver était baigné par la lumière argentée de la lune, filtrée par les grandes verrières. Les plantes exotiques semblaient murmurer des secrets. Charles était là, vêtu d'un simple pull noir, loin de son habituelle armure de costumes impeccables. « Théo, merci d'être venu, » dit-il doucement. Théo croisa les bras, sur la défensive. « Parlez. »
Je ne suis pas ici pour vos jeux. Charles soupira, ses yeux fixant un oranger en pot. Quand j'avais ton âge, j'ai aimé un homme nommé Julien. Nous étions à Lyon, jeunes, insouciants. Mais ma famille, la société, ils m'ont forcé à choisir entre lui et ma vie. J'ai choisi la lâcheté. Il se tourna vers Théo, ses yeux brillants. Quand j'ai entendu les rumeurs sur toi, j'ai voulu savoir si tu étais plus fort que moi. Si tu pouvais être toi-même, malgré tout. Théo sentit son cœur se serrer. Vous m'avez testé comme un rat de laboratoire. Vous pensez que c'est noble? Charles baissa la tête. Non, c'était égoïste. Et je m'en veux. Pour la première fois, Théo vit l'homme derrière le milliardaire, un homme brisé par ses propres choix. Mais il n'était pas prêt à pardonner. Pas encore. Les paroles de Charles résonnaient encore dans l'esprit de Théo, alors qu'il quittait le jardin d'hiver, les étoiles scintillant au-dessus des verrières comme des témoins silencieux. Il voulait haïr cet homme, le mépriser pour son jeu cruel, mais une part de lui ne pouvait ignorer la douleur dans sa voix. Charles n'était pas seulement un milliardaire intouchable. Il était un homme marqué par un amour perdu, un homme qui avait choisi la sécurité au détriment de son cœur. Le lendemain, Théo se réveilla avec une détermination nouvelle. Il ne serait pas la marionnette de Charles, mais il ne fuirait pas non plus. S'il devait affronter cet homme, ce serait à ses conditions. Dans la grande salle à manger, où il disposait les couverts en argent pour le déjeuner, il sentit le regard de Charles peser sur lui depuis l'autre bout de la pièce. « Théo » appela Charles, sa voix neutre mais teintée d'une tension subtile. « Peux-tu m'apporter le journal dans mon bureau ?» Théo hocha la tête, mais son esprit s'emballa. Était-ce une nouvelle épreuve? Dans le bureau, Charles était assis, feuilletant un dossier. « Ferme la porte », dit-il sans lever les yeux. Théo obéit, le cœur battant. « Qu'est-ce que vous voulez encore ?» demanda-t-il, incapable de masquer son agacement. Charles posa le dossier et le regarda. « Je veux t'aider, Théo. Pas te piéger. » Il sortit une enveloppe de son tiroir, épaisse, cachetée. « Ouvre-la. » Théo hésita, puis déchira l'enveloppe. À l'intérieur, une lettre et un chèque. La lettre parlait d'une bourse pour une école d'art à Paris, une institution prestigieuse où Théo pourrait étudier la photographie, sa passion secrète. Le chèque couvrait les frais pour 5 ans. Théo sentit ses jambes trembler. « Pourquoi » murmura-t-il. Charles se leva, s'approchant. « Parce que tu mérites mieux que de polir mon argenterie. Parce que je vois en toi ce que j'ai perdu, du courage, du talent, une âme. » Théo serra la lettre, déchiré. Était-ce de la générosité ou une tentative de lâcheté? « Je ne veux pas de votre pitié, » dit-il, la voix rauque. Charles secoua la tête. « Ce n'est pas de la pitié. C'est une dette que je paye, à toi, à moi-même, à Julien. » Le nom de cet amour perdu plana dans l'air, lourd de sens. Théo recula. Vous ne pouvez pas effacer vos erreurs avec de l'argent. Mais l'idée de la bourse le hantait. Depuis toujours, il rêvait de capturer le monde à travers son objectif, de raconter des histoires avec des images. Sa mère, Marie, l'avait encouragé, économisant chaque sou pour lui offrir un vieil appareil photo. Accepter l'offre de Charles, c'était trahir sa fierté, mais refuser, c'était renoncer à un rêve. Il passa la nuit à tourner dans son lit, les pensées embrouillées. Le lendemain, un événement inattendu bouleversa tout. En rangeant la bibliothèque, Théo trouva un vieux carnet, caché derrière une rangée de livres. Les pages jaunies portaient l'écriture élégante de Charles, datant de 20 ans. C'était un journal intime, racontant son amour pour Julien, leur nuit volée dans les ruelles de Lyon, la douleur de leur séparation. Théo lut, le cœur serré, les mots d'un homme déchiré par la peur et la honte. Une phrase le frappa. « J'ai choisi le pouvoir pour ne plus jamais être faible, mais je suis plus faible que jamais. » Ce carnet changea tout. Théo comprit que Charles n'était pas seulement un manipulateur. Il était un homme brisé, cherchant à se racheter à travers lui. Mais cette découverte rendait-elle son offre plus sincère ou plus manipulatrice encore? Théo décida de confronter Charles une fois pour toutes. Il glissa le carnet dans sa poche et se dirigea vers le bureau. « Vous avez écrit ça » dit-il en posant le carnet sur la table. Charles blêmit, ses mains tremblant légèrement. « Où as-tu trouvé ça » Théo croisa les bras. « Peu importe.
Ce qui compte, c'est que je sais qui vous êtes vraiment. Vous n'êtes pas un dieu, monsieur de Vigny. Vous êtes juste un homme qui a peur. » Charles resta silencieux, ses yeux fixant le carnet comme s'il voyait un fantôme. Puis, d'une voix brisée, il murmura « Tu as raison. Et c'est pour ça que je veux t'aider. Parce que tu n'as pas peur d'être toi. » Théo sentit une étrange chaleur l'envahir. Pour la première fois, il vit Charles non comme un ennemi, mais comme un homme cherchant la rédemption. Mais pouvait-il lui faire confiance? Et à quel prix accepter son aide? La confrontation dans le bureau laissa Théo épuisé, comme si chaque mot échangé avec Charles avait drainé une part de son énergie. Il quitta la pièce, le carnet toujours dans sa poche, son poids semblant plus lourd que jamais. Dehors, Paris s'éveillait sous un ciel gris, et Théo marcha jusqu'au métro, cherchant à apaiser son esprit tourmenté. Les révélations de Charles, son passé, sa douleur, tout cela tournait dans sa tête comme un kaléidoscope d'émotions contradictoires. De retour à Montreuil, Théo s'assit sur le canapé usé de leur petit appartement. Marie, en train de coudre une vieille chemise, remarqua son silence. « Théo, parle-moi, » dit-elle doucement. Il hésita, puis lui tendit le carnet. « Lis ça, maman. C'est à propos de monsieur de Vigny. » Marie fronça les sourcils, mais prit le carnet. À mesure qu'elle lisait, ses yeux s'écarquillèrent, puis se voilèrent de larmes. « Mon Dieu, je ne savais pas, » murmura-t-elle. Elle posa une main sur celle de Théo. « Cet homme porte un fardeau. Mais ça ne justifie pas ce qu'il t'a fait. » Théo acquiesça, mais il n'était plus sûr de ce qu'il ressentait. La colère s'était mêlée de compassion, et l'offre de la bourse continuait de le tenter. « Maman, il veut m'envoyer à l'école d'art. Il dit que c'est pour m'aider, mais je ne sais pas si je peux accepter. » Marie serra sa main plus fort. « Écoute ton cœur, Théo. Mais ne te perds pas pour plaire à quelqu'un, même s'il est riche. » Les jours suivants, Théo évita Charles autant que possible, mais chaque regard échangé dans les couloirs de l'hôtel particulier était chargé de non-dits. Charles, de son côté, semblait changer. Il était moins distant, plus attentif, demandant à Théo des nouvelles de ses tâches avec une douceur inhabituelle. Un matin, il l'intercepta dans le vestibule. « Théo, as-tu réfléchi à la bourse ?» Théo serra les dents. « Je ne veux pas de votre charité. » Charles soupira. « Ce n'est pas de la charité. C'est une chance, pour toi, pour ton avenir. » Ce soir-là, Théo sortit son appareil photo et parcourut les rues de Paris, capturant les visages des passants, les lumières des vitrines, la vie brute et belle de la ville. Chaque cliché était un cri silencieux, une affirmation de qui il était. En rentrant, il développa les photos dans une chambre noire improvisée dans leur salle de bain. Une image en particulier le frappa, un couple d'hommes, main dans la main, riant sous un lampadaire. Ils semblaient libres, heureux, tout ce que Théo n'avait jamais osé être. Cette photo raviva une flamme en lui. Il décida d'accepter la bourse, mais pas pour Charles. Pour lui-même, pour sa mère, pour prouver qu'il pouvait être plus que le fils de la bonne. Il rédigea une lettre, brève mais claire, et la glissa sous la porte du bureau de Charles. « J'accepte votre offre, mais pas pour vous. Pour moi. » La réponse de Charles ne tarda pas. Le lendemain, il convoqua Théo dans le salon, un sourire discret sur les lèvres. « Je suis fier de toi, Théo. Pas parce que tu as accepté, mais parce que tu l'as fait à ta manière. » Théo sentit une chaleur inattendue dans sa poitrine, mais il resta sur ses gardes. « Ne pensez pas que ça change quoi que ce soit entre nous. » Charles hocha la tête. « Je sais. Mais je veux que tu saches une chose, je ne te demande rien en retour. » Les semaines suivantes, Théo se prépara pour l'école d'art. Il passait ses soirées à étudier les portfolios des anciens élèves, à rêver de ses propres expositions. Mais une nouvelle tension apparut. Les autres domestiques, ayant entendu parler de la bourse, commencèrent à murmurer. Le petit Théo, favorisé par le patron, certains regards devinrent hostiles, et Théo sentit le poids de leur jalousie. Même Marie, bien qu'heureuse pour son fils, craignait que cette opportunité ne les sépare du monde auquel ils appartenaient. Un soir, alors que Théo rangeait la salle à manger, un collègue, Paul, un homme bourru d'une trentaine d'années, l'accula. « Tu crois que tu vaux mieux que nous, maintenant, avec ta bourse et tes airs de prince ?» Théo sentit la colère monter, mais il se contint. « Je n'ai rien demandé, Paul.
Je veux juste une chance. Paul ricana. Une chance? Ou un cadeau du vieux pour tes préférences? Le sous-entendu était clair, et Théo sentit son sang se glacer. Il tourna les talons, refusant de se battre, mais les mots de Paul le poursuivirent. Cette nuit-là, Théo ne dormit pas. Il savait que son homosexualité, bien que jamais ouvertement assumée, était devenue un sujet de rumeur. Et il craignait que Charles, avec ses bonnes intentions, n'ait involontairement jeté de l'huile sur le feu. Les murmures dans l'hôtel particulier devenaient un grondement sourd. Théo sentait les regards peser sur lui, comme si chaque pas qu'il faisait était scruté, jugé. La bourse, censée être une porte vers la liberté, semblait maintenant une chaîne, liant son destin à Charles et aux soupçons des autres. Il se demandait si accepter l'offre avait été une erreur, mais il était trop tard pour reculer. Un matin, alors qu'il aidait Marie à plier le linge, elle brisa le silence. « Théo, les gens parlent. Ils disent des choses sur toi et Monsieur de Vigny. » Théo sentit son estomac se nouer. « Quelle chose, maman ?» Marie hésita, ses mains s'immobilisant sur une serviette. « Ils disent que tu as obtenu cette bourse parce que tu es proche de lui. Trop proche. » Théo serra les dents, la honte et la colère se mêlant en lui. « Il pense que je me vends, que je suis son jouet. » Marie baissa les yeux, incapable de répondre. Théo quitta la pièce, le cœur lourd. Il ne pouvait pas en vouloir à sa mère, mais il refusait de laisser ces rumeurs définir qui il était. Il décida de parler à Charles, non pas pour se plaindre, mais pour exiger des réponses. Pourquoi avait-il attiré tant d'attention sur lui? Était-ce vraiment pour l'aider, ou y avait-il autre chose? Dans le bureau, Charles était au téléphone, discutant d'un contrat à Shanghai. Lorsqu'il vit Théo, il raccrocha abruptement. « Théo, qu'est-ce qui ne va pas ?» Théo ne tourna pas autour du pot. « Vos domestiques pensent que je suis votre favori. Ils parlent de moi, de nous. Vous saviez que ça arriverait, n'est-ce pas ?» Charles fronça les sourcils, visiblement surpris. « Je n'avais pas prévu ça. Je voulais t'aider, pas te mettre dans une position difficile. » Théo croisa les bras. « Alors pourquoi moi? Pourquoi pas un autre ?» Charles se leva, s'approchant de la fenêtre. « Parce que tu es différent, Théo. Tu as une force que je n'ai jamais eue. Et je crois en toi. » Ces mots, sincères mais lourds, firent vaciller Théo. Il voulait y croire, mais la méfiance restait ancrée en lui. « Si vous croyez en moi, alors arrêtez de me traiter comme un projet. Je ne suis pas là pour réparer votre passé. » Charles hocha la tête, acceptant le reproche. « Tu as raison. Je vais parler aux autres, clarifier les choses. » Mais Théo secoua la tête. « Non. Laissez-moi m'en occuper. Je ne veux pas de votre protection. » Charles le regarda, un mélange d'admiration et de tristesse dans les yeux. « D'accord, Théo. Comme tu veux. » Ce soir-là, Théo réunit les domestiques dans la cuisine, un espace où ils se sentaient tous égaux. Il monta sur une chaise, son cœur battant. « Écoutez-moi, » commença-t-il, sa voix ferme malgré sa nervosité. « Je sais ce que vous pensez de moi, de la bourse, de Monsieur de Vigny. Mais je ne suis pas ici pour prendre la place de qui que ce soit. Cette bourse, je l'ai acceptée pour moi, pour ma mère, pour prouver que je vaux quelque chose. » Il marqua une pause, les regardant dans les yeux. « Et oui, je suis gai. Ça ne fait pas de moi un pion, ni une victime. Ça fait de moi moi. » Un silence lourd suivit. Puis, une femme, Claire, une cuisinière d'une 50aine d'années, s'avança. « Théo, je suis désolé. On a mal jugé. » D'autres hochèrent la tête, gênés. Paul, le plus virulent, resta silencieux, mais son regard s'adoucit légèrement. Théo descendit de la chaise, tremblant mais soulagé. Il avait assumé qui il était, pour la première fois, devant ceux qu'il avait toujours vus comme le fils de la bonne. Charles, qui avait observé la scène depuis le couloir, sentit une chaleur inattendue dans sa poitrine. Théo n'était pas seulement courageux, il était libre, d'une liberté qu'il n'avait jamais connue. Mais cette liberté avait un coût. Les rumeurs ne s'éteindraient pas si facilement, et Théo devrait continuer à se battre. Quelques jours plus tard, Théo reçut une lettre de l'école d'art. Il était accepté, avec une exposition prévue pour les nouveaux élèves dans 3 mois.
L'excitation le submergea, mais aussi la peur. Pourrait-il être à la hauteur? Et Charles, dans tout ça, quelle place occuperait-il dans sa vie? Une chose était sûre, leur relation, fragile et complexe, n'était qu'au début de son évolution. L'acceptation à l'école d'art marqua un tournant pour Théo. Chaque matin, il se réveillait avec une énergie nouvelle, mélange d'excitation et d'appréhension. Il passait ses journées entre ses tâches à l'hôtel particulier et ses soirées à préparer son portfolio, capturant Paris sous des angles inédits. Les reflets dans les flaques, les visages fatigués des vendeurs de marché, les ombres dansantes des ponts sur la Seine. Mais au fond de lui, une question persistait. Charles. Cet homme, avec ses contradictions et ses regrets, occupait une place grandissante dans ses pensées. Charles, de son côté, maintenait une distance respectueuse, comme s'il craignait de briser la fragile confiance qu'ils avaient bâtie. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher d'observer Théo, notant la lumière dans ses yeux lorsqu'il parlait de photographie, la façon dont il semblait s'épanouir malgré les obstacles. Un soir, il l'invita à dîner dans la salle à manger, un geste inhabituel. Pas en tant que domestique, précisa Charles. En tant qu'ami. Théo, méfiant mais curieux, accepta. Le dîner fut étrange, presque irréel. La table, habituellement réservée aux invités de marque, était dressée pour deux. Charles parla peu, mais ses questions étaient précises, sincères. Pourquoi la photographie, Théo? Qu'est-ce que tu y cherches? Théo réfléchit, une fourchette suspendue. La vérité. Les moments qu'on ne voit pas si on ne s'arrête pas pour regarder. Charles sourit, un sourire triste. Tu vois ce que je n'ai jamais su voir. Ce dîner marqua un changement. Charles commença à partager des bribes de son passé, des anecdotes sur sa jeunesse, sur Julien, sur les erreurs qu'il regrettait. Théo, d'abord réticent, se surprit à écouter, à poser des questions. Il découvrit un Charles différent, un homme qui avait aimé profondément, qui avait souffert, qui cherchait encore un sens à sa vie. Mais cette proximité avait un prix. Les sentiments de Théo devenaient troubles, partagés entre l'admiration et une attirance qu'il refusait d'admettre. Un soir, alors qu'ils discutaient dans le jardin d'hiver, Charles posa une main sur l'épaule de Théo. Le geste, innocent en apparence, fit frissonner Théo. Il recula, troublé. « Qu'est-ce que vous faites » demanda-t-il, la voix tremblante. Charles retira sa main, gêné. « Je ne voulais pas te mettre mal à l'aise. » Théo sentit son cœur s'emballer. Était-ce possible que Charles ressente quelque chose pour lui? Ou était-ce encore un jeu, une projection de son passé sur lui? Cette question le tourmenta pendant des semaines. À l'école d'art, Théo se jeta dans son travail, créant une série de photos sur l'identité et la liberté. Chaque image était un miroir de ses luttes intérieures, de son combat pour être lui-même. Ses professeurs étaient impressionnés, et l'exposition approchait. Mais à l'hôtel particulier, la tension montait. Paul, le domestique qu'il avait défié, avait repris ses insinuations, murmurant que Théo séduisait Charles pour obtenir des faveurs. Théo, blessé mais déterminé, refusa de se laisser atteindre. Un jour, alors qu'il rangeait le bureau de Charles, il trouva une lettre ouverte, adressée à un avocat. Elle parlait d'un legs, d'une somme importante destinée à Théo et Marie. Théo sentit la colère monter. Était-ce encore une tentative de Charles pour le contrôler? Il confronta Charles ce soir-là, la lettre à la main. « Qu'est-ce que c'est? Vous pensez que je suis à vendre ?» Charles, pris au dépourvu, secoua la tête. « Non, Théo. C'est pour ta mère, pour vous deux, si quelque chose m'arrive. Je veux m'assurer que vous soyez protégés. » Théo, déstabilisé, sentit sa colère s'effriter. « Pourquoi vous souciez-vous autant de nous ?» Charles le regarda longuement, puis murmura « Parce que tu me rappelles ce que j'ai perdu. Et parce que je tiens à toi. » Ces mots, simples mais lourds, laissèrent Théo sans voix. Il quitta la pièce, le cœur en pagaille, incapable de démêler ses sentiments. L'exposition arriva, un événement dans une galerie du Marais. Théo présenta ses photos, nerveux mais fier. Marie était là, les larmes aux yeux, et même Charles fit une apparition, discret mais présent. Lorsque Théo reçut les félicitations du public, il sentit, pour la première fois, qu'il était à sa place. Mais en croisant le regard de Charles,
il sut que leur histoire était loin d'être terminée. L'exposition fut un triomphe. Les critiques louèrent la sensibilité brute des photos de Théo, et plusieurs galeristes lui proposèrent des collaborations. Pour la première fois, il sentit qu'il pouvait être plus que le fils de la bonne, plus qu'un garçon caché dans l'ombre. Mais ce succès ne dissipa pas la tempête dans son cœur. Charles, avec sa présence silencieuse à la galerie, avait ravivé des questions qu'il n'était pas prêt à affronter. De retour à l'hôtel particulier, Théo tenta de reprendre sa routine, mais tout avait changé. Les domestiques, impressionnés par son exposition, le traitaient avec un respect nouveau, sauf Paul, dont les regards restaient hostiles. Marie, quant à elle, rayonnait de fierté, mais elle sentait la tension chez son fils. « Théo, parle-moi » dit-elle un soir, alors qu'ils partageaient un thé dans leur appartement. Théo soupira. « Maman, je ne sais pas quoi faire avec monsieur de Vigny. Il dit qu'il tient à moi, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. » Marie posa sa tasse, pensive. « Cet homme a beaucoup de pouvoir, Théo. Mais il a aussi beaucoup de blessures. Sois prudent, mais ne ferme pas ton cœur. » Ces mots restèrent avec Théo, l'obligeant à regarder en face ses propres sentiments. Était-il possible qu'il ressente quelque chose pour Charles, malgré tout? L'idée le terrifiait, mais elle refusait de le quitter. Un soir, Charles l'invita à une promenade dans les jardins de l'hôtel particulier. Sous les étoiles, loin des regards indiscrets, Charles semblait plus vulnérable que jamais. « Théo, je ne t'ai pas tout dit » commença-t-il, sa voix tremblante. « Quand je t'ai testé, ce soir où j'ai faim de dormir, ce n'était pas seulement pour voir ton courage. C'était pour me prouver que je pouvais encore ressentir quelque chose. » Théo s'arrêta, le cœur battant. « Ressentir quoi ?» Charles hésita, puis murmura « de l'amour ». Le mot frappa Théo comme une vague. Il recula, déchiré entre la peur et une étrange chaleur. « Vous ne pouvez pas dire ça. Vous êtes mon patron, l'employeur de ma mère. » Charles hocha la tête, les yeux pleins de regret. « Je sais. Et je ne te demande rien, Théo. Je veux juste que tu saches la vérité. » Les jours suivants, Théo évita Charles, mais son esprit était en ébullition. Il se plongea dans son art, créant des photos de plus en plus audacieuses, explorant des thèmes d'amour interdits et de rédemption. Mais chaque image semblait refléter Charles, son regard triste, sa solitude. Théo commença à comprendre que, malgré leurs différences d'âge et de statut, ils partageaient une douleur commune, celle de cacher qui ils étaient. Un événement inattendu bouleversa tout. Un soir, alors que Théo travaillait tard à l'école d'art, il reçut un appel de Marie, paniquée. « Théo, viens vite. Monsieur de Vigny, il a eu une crise cardiaque. » Théo lâcha tout et courut à l'hôpital. Dans la salle d'attente, il trouva Marie, les yeux rougis. « Il va s'en sortir » murmura-t-elle, mais sa voix tremblait. Théo sentit son monde vaciller. Était-il possible qu'il perde Charles avant d'avoir compris ce qu'il ressentait? À l'hôpital, Charles, affaibli mais conscient, demanda à voir Théo. Dans la chambre stérile, il prit la main du jeune homme. « Théo, je ne sais pas combien de temps il me reste. Mais je veux que tu saches, tu m'as redonné envie de vivre. » Théo, les larmes aux yeux, serra sa main en retour. « Vous n'allez pas mourir, Charles. Pas maintenant. » Cette nuit-là, Théo resta à l'hôpital, veillant sur Charles. Pour la première fois, il ne voyait plus le milliardaire, mais l'homme, fragile et humain. Et il comprit qu'il l'aimait, non pas pour son pouvoir, mais pour sa vulnérabilité, pour son courage d'admettre ses failles. Charles survécut, mais sa crise cardiaque changea tout. Allongé dans son lit d'hôpital, il semblait plus petit, plus humain, loin de l'homme qui régnait sur un empire. Théo, à ses côtés, passa des heures à parler, à écouter, à construire un pont entre leurs mondes. Ils parlèrent d'art, d'amour, de regrets, et pour la première fois, Théo sentit qu'il pouvait être lui-même sans crainte. De retour à l'hôtel particulier, Charles annonça une décision radicale. Il se retirait de la gestion quotidienne de son empire pour se concentrer sur des projets philanthropiques, dont une fondation pour soutenir les jeunes artistes, avec Théo comme conseiller. « Tu m'as appris à voir le monde différemment », dit-il à Théo lors d'une réunion dans le jardin d'hiver. « Je veux rendre ce que tu m'as donné. » Théo, ému, accepta, non pas comme un employé, mais comme un partenaire.
Leur relation évolua lentement, prudemment. Ils n'étaient pas un couple au sens classique, mais une connexion profonde s'était formée, faite de respect, d'admiration et d'un amour qu'il n'osait pas encore nommer. Théo continua ses études, ses photos gagnant en renommée, tandis que Charles trouvait un sens nouveau à sa vie à travers la fondation. Marie, au début méfiante, finit par accepter cette amitié improbable. Elle vit son fils s'épanouir, non seulement comme artiste, mais comme homme, fier de qui il était. Les rumeurs s'éteignirent, remplacées par un respect grandissant pour Théo, qui avait transformé l'hôtel particulier en un lieu d'espoir et de création. Un an plus tard, lors d'une nouvelle exposition, Théo présenta une série intitulée « Ombre et lumière ». Chaque photo racontait une histoire de lutte, d'amour, de rédemption. La dernière image montrait un homme âgé, assis dans un jardin, les yeux tournés vers le ciel, un sourire paisible sur le visage. C'était Charles, capturé dans un moment de vérité. En voyant la photo, Charles murmura à Théo « Tu m'as vu, vraiment vu. Merci ». Leur histoire n'était pas un conte de fées, mais une ode à la résilience, à l'acceptation de soi et à la beauté des connexions humaines, même les plus improbables. Théo, le fils de la bonne, et Charles, le milliardaire brisé, avaient trouvé en l'autre une raison de croire en demain.